En 2023, on estimait que la population mondiale était de 8 milliards d'âmes. 8 milliards d'histoires, de rêves entrelacés, de pensées suspendues entre ciel et terre. Chaque être est unique, et pourtant, malgré cette infinité d'existences singulières, des motifs récurrents émergent. Certains schémas se répètent d'une personne à une autre, certaines âmes résonnent en écho. C'est là toute la beauté du monde. Nous sommes tous uniques, et pourtant, sur de nombreux points, nous nous ressemblons. Depuis toujours, les penseurs et scientifiques ont cherché à comprendre ces schémas qui façonnent nos manières d'être. Parmi eux, Carl Gustav Jung, pionnier de la psychologie analytique, qui a mis en lumière une distinction fondamentale. Il remarqua que certains individus semblaient s'épanouir dans l'interaction constante, tirant leur énergie du monde extérieur. D'autres, en revanche, trouvent leur équilibre dans la solitude et la réflexion intérieure. Deux manières d'être, deux façons de se connecter au monde. D'un côté, un tempérament qui puise son énergie depuis son monde extérieur, se traduisant par un besoin de parler et d'aller à la rencontre des autres. Et d'un autre côté, un tempérament qui puise son énergie depuis son monde intérieur, cherchant le calme et se réfugiant en permanence dans son propre esprit. Il nomma ces concepts extraversion et introversion. Aujourd'hui, ces termes sont familiers à la plupart des gens, mais il y a une différence entre connaître un mot et comprendre tout ce qu'il recouvre. Et justement, l'introversion, bien qu'elle soit souvent mentionnée, demeure largement méconnue et incomprise aujourd'hui. Si ce tempérament discret est si méconnu actuellement, c'est notamment parce que notre société érige l'extraversion en modèle de réussite. Susan Cain, reconnue comme l'une des plus grandes expertes mondiales de l'introversion, un sujet qu'elle maîtrise d'autant mieux qu'elle est elle-même très introvertie, est l'auteur du célèbre livre La force des discrets. Dans ce livre, ainsi qu'une conférence TEDx qui a rencontré un immense succès, elle met en lumière une évidence. Nous vivons dans un monde façonné par les extravertis pour les extravertis. Dès l'enfance, le conditionnement commence. À l'école, l'élève expressif, joueur qui participe activement en classe, est perçu comme un modèle de réussite. A l'inverse, l'enfant plus réservé, absorbé par ses pensées, qui ne s'exprime qu'avec parcimonie, est souvent catalogué comme un problème, même si ses résultats scolaires sont excellents. Le souci, c'est que le système éducatif va tout faire pour le corriger, lui faire comprendre, à coups de remarques répétées sur son bulletin, qu'il n'est pas normal. On obtient là une recette idéale pour saper la confiance en soi et cultiver une mésestime durable. Si tu es introverti, je sais que l'école n'a pas dû être une partie de plaisir. Tu as sûrement eu ces bulletins d'évaluation où revenait sans cesse la même rengaine. Ne participe pas assez, reste dans son coin. Incompréhension et jugement encore plus impactants au collège où l'arrivée des premiers émois amoureux et du besoin de plaire compliquait déjà les choses. Et une fois adulte, rien ne s'arrange. Dans le monde du travail, les open space et les réunions interminables sont devenus la norme. L'horrible tour de table où l'on doit tous se présenter alors que tout le monde se connaît déjà. Ce n'est pas de la timidité, c'est juste un supplice inutile qui n'apporte rien. En fait, ça n'a aucun sens de faire ça, et les introvertis ont un profond besoin d'avoir un sens à ce qu'ils font et disent. Et bien sûr, ce genre de réunion, ça finit toujours par dévier sur une discussion sans intérêt. Nous étions censés traiter une crise urgente, mais 30 minutes plus tard, Germaine nous explique que les cagettes d'orange qu'elle achète à 32 km d'ici sont moins chères et plus sucrées que celles du supermarché voisin. L'information est certes capitale, mais franchement, pendant ce temps-là, on pourrait méditer sur l'origine de l'âme, se demander d'où viennent réellement nos pensées. Est-ce qu'un chien peut vraiment faire un clin d'œil? Ou encore réfléchir à des stratégies plus efficaces pour résoudre un problème de fond. Quitte à ne pas travailler, autant rêvasser intelligemment sans perdre de temps. En réunion, justement, il y a cet employé qui accapare l'attention et que tout le monde écoute car il est dynamique et force de proposition. Et puis il y a cet employé brillant mais discret, qui apporte des idées solides, mais que personne n'écoute. Parce qu'au-delà de l'école et du monde professionnel, on glorifie ceux qui prennent la lumière. L'avènement des réseaux sociaux aujourd'hui n'a fait qu'amplifier cette tendance. Attention, je ne dis pas qu'un introverti ne peut pas réussir sur ces plateformes. On y passe beaucoup de temps d'ailleurs, car on peut y trouver de l'inspiration. Mais rares sont ceux qui vont s'afficher sur ces réseaux. Ce qui est bien dommage, mais nous y reviendrons plus tard. Le youtubeur Poisson Fécond est un introverti qui s'assume. Il est un parfait exemple que l'on peut réussir et s'épanouir avec ce tempérament, tout en étant dans le calme. Mais soyons honnêtes, l'extraversion est un atout évident. Surtout dans cette culture du vide où l'on parle souvent pour ne rien dire et où l'on est prêt à perdre son honneur et son intégrité pour obtenir quelques likes de la part de parfaits inconnus. De plus, tout est hyper sexualisé sous prétexte que ça fait plus de vues, ce qui, aux yeux des introvertis, justement est une perte de sens totale des relations humaines. Aujourd'hui, dévoiler sa vie privée au monde entier ainsi que l'aisance relationnelle est devenu un critère de réussite absolue. C'est particulièrement vrai dans le monde du travail. Un individu charismatique qui aime être au centre de l'attention et qui est perçu comme force de proposition aura beaucoup plus de chances d'être promu à un poste de direction qu'un profil plus réservé. On suppose instinctivement qu'un extraverti fera un meilleur manager, simplement parce qu'il sait s'imposer et parler avec assurance. Et pourtant, des études ont démontré que les managers introvertis obtiennent souvent de meilleurs résultats, parce qu'ils sont moins enclins aux décisions impulsives. Ils prennent le temps d'écouter réellement les idées de chacun et d'analyser tous les aspects du problème avant d'agir.
Ce mélange de prudence et d'ouverture permet d'obtenir des solutions plus novatrices, tout en créant un environnement où les employés se sentent écoutés et valorisés. C'est là toute la puissance de ces âmes discrètes. Être introverti, ce n'est ni de la timidité, ni de l'associabilité, et encore moins un défaut à corriger, c'est simplement une autre manière d'exister. Là où l'extraverti verbalise immédiatement ses pensées, l'introverti les façonne, les affine, les perfectionne avant de les partager. S'il estime que ce qu'il a à dire ce n'est pas important ou utile, il choisira le silence. De par ce silence, on les pense timides. Or, la timidité est une forme de narcissisme où l'on pense que le monde entier nous observe et nous juge en permanence. Ainsi, la personne timide ne parle pas car a peur du jugement. L'introverti, lui, ne parle pas parce qu'il n'en a pas envie. Un parallèle très bête mais très vrai peut se faire avec les animaux. Le chien est l'animal de compagnie qui symbolise le plus l'extraversion. Le désir de jouer en permanence, de faire des balades et de sauter sur son maître pour lui faire la fête à la moindre occasion représente parfaitement le tempérament d'extraversion. Les chats, eux, sont littéralement les animaux qui incarnent l'introversion. Ils font leur vie de leur côté, n'aiment pas être en permanence câlinés et chouchoutés par leur humain de compagnie, et si on les appelle, ils ne viennent que lorsqu'ils en ont envie. Et on estime que les chats n'aiment pas leur maître, qu'ils sont froids. Ce parallèle se fait également envers les humains du même tempérament. Et pourtant, ces deux tempéraments ne s'opposent pas, ils se complètent, apportant chacun une dynamique différente à l'équilibre du monde. D'ailleurs, il est important de comprendre que nous ne sommes pas exclusivement l'un ou l'autre. L'extraversion et l'introversion ne sont pas deux catégories figées, mais un spectre sur lequel nous oscillons en fonctionnement des situations et des contextes. Nous avons tous en nous une part des deux. Simplement, certains penchent plus souvent d'un côté que de l'autre. Carl Gustav Jung lui-même insistait sur ce point. Il n'existe pas de pur extraverti ou de pur introverti. Un homme pareil serait condamné à passer sa vie à l'asile. Certaines personnes, plus rares, semblent évoluer en équilibre parfait entre ces deux pôles. On les appelle les ambivertis. Des individus capables de naviguer naturellement entre introversion et extraversion, s'adaptant avec aisance aux circonstances. Mais cette diversité de tempéraments est souvent mal comprise. L'introversion en particulier a longtemps souffert d'une perception erronée, à tel point que sur internet, des milliers de recherches existent sur comment guérir de l'introversion, comme s'il s'agissait d'un mal à éradiquer. Une vision biaisée, fruit d'une société qui valorise l'expression immédiate au détriment du silence, la présence bruyante plutôt que la profondeur discrète. Un stéréotype tenace voudrait que les introvertis, comme les chats justement, soient froids, distants, voire hautains. Et pire encore, dans l'imaginaire collectif, l'introverti est parfois assimilé à la figure du tueur en série. C'était quelqu'un de solitaire, discret, qui parlait peu, avait peu d'amis. Ce genre de description, on l'entend sans cesse après la condamnation d'un criminel. Jeffrey Dahmer, Ted Kaczynski, Ed Kemper, autant de noms qui reviennent systématiquement, renforçant l'idée que le silence et la solitude sont suspects. Le fait de prononcer ces caractéristiques valide intrinsèquement le caractère psychopathe du condamné. Ce qui chagrine les introvertis, c'est qu'en fait, ça décrit aussi l'essence même de leur personnalité, et l'amalgame est très vite fait. Nombreux sont ceux alors qui préfèrent rester chez eux plutôt que de sortir seuls en société, même s'ils aiment ça. C'est mon cas. J'adore aller seul au restaurant, lire un livre en terrasse. Mais quand on va au bar, seul le soir avec son livre, je t'assure qu'on obtient parfois des regards du style « lui il est pas net ». On peut passer outre ces remarques, mais ça demande du travail. C'est le but de ma chaîne. Revenons-en à l'assimilation avec les psychopathes, c'est totalement absurde. Si l'introversion était un signe de dangerosité, alors il faudrait aussi se méfier de Keanu Reeves, Johnny Depp, Albert Einstein, J.K. Rowling ou encore Barack Obama, tous des introvertis assumés. Et pourtant, ce raccourci continue d'exister. Cela peut paraître délirant, mais en explorant les réseaux sociaux, notamment TikTok, certes ce n'est pas une référence, j'ai vu des dizaines de commentaires de personnes s'inquiétant d'avoir des caractéristiques en commun avec les tueurs en série. Comme si être réservé et préférer la solitude était une déviance inquiétante. La vérité, c'est que les introvertis ne fuient pas le monde par mépris ou rejet, ils rêvassent, se plongent dans leurs pensées, non pas par misanthropie, mais parce qu'interagir avec trop de monde en même temps les épuise. Ils aiment les gens, mais un par un. Le tumulte d'un groupe, l'agitation constante, c'est trop de données à traiter d'un coup. Leur cerveau n'est pas câblé pour absorber autant de stimuli à la fois, et c'est cette surcharge qui les pousse à prendre du recul. Loin d'être un signe de froideur, c'est en réalité un profond respect de l'authenticité des relations humaines, d'une grande empathie et d'un sens de l'écoute active très développé. Cette concentration et cette perception des détails engendrent de la fatigue sociale. Mais d'où vient cet épuisement ? L'introverti n'évite pas les interactions par rejet, il les vit simplement différemment. Je veux dire, neurologiquement, le cerveau d'un introverti est plus sensible aux détails. Chaque conversation est une immersion totale, il capte les nuances subtiles d'un échange, le ton de la voix, les micro-expressions, les silences chargés de sens. Cette sensibilité accrue fait de lui un observateur attentif, mais aussi un être qui se vide rapidement de son énergie. Là où un extraverti peut enchaîner les discussions et les soirées sans effort, l'introverti, lui, ressent rapidement le besoin de se retirer pour recharger ses batteries. Ce que le monde ne comprend pas, c'est que cette perte d'énergie est souvent soudaine.
On est jovial, dans le feu de l'action, et d'un coup, c'est une claque. On se sent physiquement s'effondrer intérieurement. On n'arrive plus à écouter ni à répondre. Et là arrive le fameux « Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu fais la gueule d'un coup ?» Ce n'est pas un manque d'intérêt ni une forme d'associabilité. C'est une nécessité biologique. Un simple échange en groupe peut être épuisant, non pas parce qu'il ne sait pas socialiser, mais parce que chaque interaction est une surcharge sensorielle. Inconsciemment, il ne se contente pas d'entendre les mots. Il absorbe les émotions de son interlocuteur. Il le ressent parfois comme siennes au point de s'y perdre. Plonger dans la solitude devient alors un refuge vital, un moyen de retrouver son propre espace intérieur, de dissiper cette sensation étrange de ne plus savoir où notre soi commence et où celui de l'autre finit. Car c'est bien là le cœur du sujet. Les discussions qui nous stimulent sont profondes, intenses et invitent à la réflexion. Comprendre l'autre ne se fait pas en surface, il nous faut plonger au fond de son cœur, nous imprégner de son être. C'est pourquoi pour un introverti, toute relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, devient naturellement fusionnelle. Comme je l'ai dit plus tôt, il faut un sens à ce que dit ou fait un introverti. C'est pourquoi les small talks sur la pluie et le beau temps sont un supplice. Râler à propos de la pluie est absurde, on ne contrôle pas la météo. Autant profiter du spectacle et écouter le doux bruit de la pluie. En général, on repère les introvertis par temps de pluie car ils peuvent littéralement bugger pendant de longues minutes à observer les gouttes sur une vitre. Ça paraît stupide de l'extérieur, mais dans leur tête, c'est une tempête de pensées et d'idées créatives qui jaillit, une véritable source de bonheur. C'est toujours à ce moment qu'un intrus arrive avec une tape sur l'épaule. « Bah alors, tu rêvasses ?» Dans cette brutalité qui nous ramène à Germaine et ses cagettes d'orange, dans cette affreuse réunion, temple de la perte du temps, il y a peut-être un désir psychopathique qui peut émerger contre l'intrus en question. Je rigole, car oui, on a de l'humour aussi. La solitude nous est donc nécessaire pour recharger nos batteries, mais aussi pour un autre point fondamental et peu compris de nos jours. Quand une personne nous parle, avec tous les détails que l'on capte, on finit par associer notre être et nos émotions à l'autre. À force d'absorber les émotions de notre interlocuteur, à force de se laisser traverser par ses pensées, on en vient parfois à perdre notre propre soi. Le remède est simple, c'est la solitude. Mais par politesse et par convention sociale, rares sont ceux qui osent dire « J'ai adoré passer ce moment avec toi. Je t'aime mon amour, mais là j'ai vraiment besoin de me ressourcer seul. » Car souvent, cette phrase est mal interprétée. Elle ne signifie pas « je ne veux plus te voir » ni « laisse-moi tranquille ». Elle veut simplement dire « tu comptes pour moi, mais pour mieux t'aimer, j'ai besoin de me retrouver seul ». Ce que peu comprennent, c'est que lorsqu'un introverti s'isole, il n'oublie pas ce qu'il aime. Il reste avec lui, dans ses pensées, dans ses souvenirs. Il revit les discussions, les éclats de rire, les moments partagés. Mais seul, il peut enfin ressentir ses propres émotions et non celles des autres. Cependant, cette méprise engendre souvent des tensions, des amitiés qui s'effilochent, des couples qui se brisent. Et avec le temps, cette incompréhension nourrit une souffrance silencieuse. Les introvertis ne se plaignent pas, ils ne cherchent pas à expliquer ce qu'ils ressentent. Contrairement aux extravertis qui, pour aller mieux, ont besoin de verbaliser leurs émotions et obtenir de l'attention. C'est pourquoi aujourd'hui, on peut voir beaucoup de vlogs de personnes se filmant en train de pleurer et de raconter leur malheur. Je ne dis pas que c'est quelque chose de mal, mais se dévoiler comme ça à de parfaits inconnus est complètement insensé pour un introverti. Le désespoir et la dépression ne s'affichent pas sur leur visage. Ils cachent tout sous un masque de sourire, d'humour et de normalité. Mais à force de faire semblant, la batterie sociale s'épuise. Petit à petit, le besoin de solitude devient permanent, l'isolement s'installe. C'est ainsi que certains passent d'introvertis bien entourés avec quelques amis fidèles à une personne totalement seule, coupée du monde. Bien sûr, chaque introverti est unique. Certains vivent parfaitement heureux dans leur isolement, à condition qu'il soit choisi et assumé. On l'a vu lors du confinement de la pandémie de Covid, beaucoup d'introvertis ont vécu cette période de manière positive. Enfin une excuse parfaite pour ne pas aller à cette soirée déguisée. Enfin la liberté d'être seul sans avoir à se justifier. Personne n'y trouvait rien à redire. Le confinement était imposé, certes, donc ces personnes discrètes savaient qu'elles n'allaient pas perdre leurs proches. Mais cette solitude, quand elle n'est plus choisie, devient un vrai fardeau. Il suffit de parcourir Internet pour s'en rendre compte. Des introvertis, arrivés à l'âge adulte, se retrouvent sans amis et s'interrogent sur comment nouer des relations. Car être solitaire ne signifie pas être misanthrope. Ça ne signifie pas rejeter l'amitié ou l'amour. Bien au contraire, c'est glorifier chaque lien tissé, leur accorder une place immense dans nos cœurs. Ce n'est pas un rejet du monde, c'est une autre manière de l'aimer. En parlant d'amitié et d'amour, l'introverti ne cherche ni la quantité ni les relations superficielles. Il veut l'essence, l'authenticité, la profondeur. Il a peu d'amis, mais ses liens sont solides, indéfectibles. On lui reproche souvent de ne pas donner de nouvelles, de ne pas être assez présent. Et la vérité, c'est que les êtres qu'il aime sont constamment dans son cœur. Pour lui, se voir tous les jours dilue la magie des échanges. Laisser du temps entre chaque rencontre rend ces moments plus précieux, plus intenses. Quand j'ai dit plutôt que les introvertis cherchent à nouer des relations fusionnelles, ça ne veut pas dire être H24 ensemble, ça signifie plutôt se voir pour une bonne raison et admirer la profondeur de cet échange avec une personne que l'on aime.
Mais aujourd'hui, on associe la qualité d'une relation par le temps passé ensemble. Chose pourtant que le confinement de 2020 a infirmé au vu du nombre de ruptures. Je me répète, mais la qualité à la quantité est fondamentale pour nous. Se voir moins, mais se voir mieux. Et en amour, c'est encore plus vrai. L'introverti ne veut ni d'un jeu, ni d'une illusion. Il recherche une connexion d'âme à âme, une compréhension mutuelle qui transcende les apparences. Mais dans un monde qui glorifie l'extraversion, l'ego et l'exposition permanente, il est devenu terriblement difficile de trouver sa place. Comment se faire remarquer dans une société où tout est construit pour ceux qui prennent la lumière? Comment séduire quand l'amour s'apparente aujourd'hui à une compétition de faux semblants? On nous pousse à se mettre en avant sur les réseaux sociaux, à chercher l'attention à tout prix. Jouer à ce jeu de la séduction qui aujourd'hui s'apparente trop souvent à du mensonge et à de la manipulation. Dans un monde où l'amour a laissé place à la glorification de la tromperie, où la rupture est devenue instantanée au moindre motif, où tout se consomme comme un produit, comment une personne cherchant une connexion profonde pourrait-elle y trouver sa place? Dans cette époque où la gentillesse est perçue comme une faiblesse, où les relations toxiques sont érigées en modèle, comment créer quelque chose de vrai, de profond, de sincère? Face à cette superficialité, beaucoup d'introvertis préfèrent se retirer, observer la décadence de l'amour et se réfugier dans leur propre monde pour éviter les blessures émotionnelles. Le célibat explose, non pas par manque de désir, mais par lassitude face à cette mascarade. Et les sites de rencontres n'arrangent rien. Là-bas, il ne s'agit plus d'être soi, mais de cocher des cases. Il faut aimer voyager, sinon on est casanier sans ambition. Il faut avoir un large cercle social, sinon on est lugubre. Il faut s'afficher constamment en soirée, sourire aux lèvres, sinon on est ennuyeux. Aucune place pour la profondeur, pour l'art, pour la singularité. Le véritable drame, on ne tombe plus amoureux d'une essence, d'une personnalité ou d'un être dans sa globalité. On choisit une vitrine, un profil lissé et calibré pour maximiser les likes. Tout cela peut sembler terriblement négatif, et je l'avoue, je le pensais moi aussi. Je croyais l'amour mort, je croyais la sincérité perdue. J'ai sombré dans l'isolement total. Mais ce qui fait notre force, c'est cette faculté naturelle de l'introspection qui nous pousse à remettre en question nos pensées, nos actes, nos valeurs et nos désirs. Ainsi, j'ai compris que ce caractère discret, loin d'être un fardeau, était en réalité une force immense. Lorsqu'un introverti s'assume pleinement, il dégage une aura rare, une énergie que le monde perçoit instantanément. Je suis heureux seul, si je t'accorde ma présence, c'est que tu en vaux la peine. Regarde Tom Cruise, c'est un homme petit et introverti, tout ce qui ne plaît pas aujourd'hui. Et pourtant, il a cette réputation incroyable. Lorsqu'il te parle, tu as l'impression d'être la seule personne au monde. Ce n'est pas son statut de célébrité qui fait son succès, c'est sa manière d'être qui l'a poussé au sommet. C'est ça la clé. L'amour et l'amitié ne sont pas morts. Nous ne sommes pas des spectateurs passifs de ce monde en ruine. Nous sommes les graines qui feront renaître des relations authentiques. La société comprend mal ce tempérament et les principaux concernés se dévalorisent et pourtant. Les hommes voient souvent les femmes introverties comme douces, passionnées et attentionnées. Les femmes décrivent souvent les hommes introvertis comme calmes, mystérieux et intelligents. Dans son livre « Comment se faire des amis », Dale Carnegie explique sur un chapitre que c'est très simple. Il suffit d'écouter activement quelqu'un. Même si l'on ne fait qu'écouter, la personne qui nous parle voit son ego nourri par notre attention et dira aux autres que l'on est vraiment sympa. Nous avons ce pouvoir et il nous faut vraiment maintenant apprendre à l'exploiter. Et pourtant, un doute demeure. Oui, mais les introvertis restent chez eux, comment rencontrer quelqu'un? J'ai dit plutôt que nous reviendrons sur le sujet des réseaux sociaux. Le moment est venu. Les introvertis ont en réalité un immense potentiel sur ces supports, ce qui peut sembler complètement paradoxal. Mais non pas en s'exhibant, non pas en jouant un rôle, et encore moins en faisant un vlog sur Germaine en réunion, mais en osant montrer leur génie créatif. Car derrière leur solitude volontaire, derrière ce monde intérieur riche et foisonnant, se cachent des artistes, des écrivains, des musiciens, des dessinateurs. L'introverti crée, il transforme son silence en poésie, sa solitude en mélodie, ses pensées en œuvre. Et c'est là, dans cet espace d'expression, que les connexions les plus sincères se tissent, non pas dans le bruit, mais dans l'authenticité d'une création qui parle d'elle-même. Son monde intérieur est riche, foisonnant, inépuisable. Son énergie ne s'épuise pas dans le bruit du monde, mais se transmute en œuvre, en idées, en innovation. Créer est une nécessité. C'est la meilleure manière d'extérioriser son univers intérieur, de donner forme à ce qui, autrement, resterait invisible. Passer des heures immergées dans la composition d'une mélodie, dans le tracé minutieux d'un dessin, dans l'écriture d'une histoire envoûtante, ce n'est pas un simple passe-temps, c'est une échappatoire, un exutoire, une source de bonheur pur et profond. Mais garder tout ce talent pour soi serait un vrai gâchis, car si l'introverti ressent le besoin d'extérioriser son monde intérieur, ce n'est pas seulement pour s'exprimer, c'est aussi pour créer des ponts, offrir une porte d'entrée aux autres dans son univers. Et justement, le meilleur public pour admirer toutes ces œuvres, c'est les extravertis. Car en réalité, les extravertis sont notre plus belle bénédiction, même si franchement ils parlent beaucoup trop, je plaisante.
Loin d'être opposés, ces deux tempéraments se complètent parfaitement. Rien n'est plus beau qu'une personne extravertie, pétillante, solaire, qui entraîne avec elle son introverti de compagnie, à la découverte du monde. Lorsque l'enthousiasme s'emballe, que l'effervescence devient incontrôlable, c'est l'introverti qui, par sa présence paisible et ses créations profondes, rétablit l'équilibre. Ses œuvres deviennent une source d'apaisement, un retour à l'essentiel. De même, l'extraverti joue un rôle crucial dans l'épanouissement de son ami introverti. Par sa spontanéité et son aisance sociale, il aide à garder un lien avec le monde extérieur, à sortir de sa zone de confort, à s'ouvrir à d'autres cultures, d'autres passions et d'autres rencontres. L'introverti, lui, offre en retour un espace de calme et de recul, un ancrage émotionnel solide, un pilier psychologique sur lequel l'extraverti peut s'appuyer lorsque son énergie vacille. J'espère que cette vidéo aura éclairé certains regards, qu'elle permettra d'atténuer ces jugements hâtifs sur ce tempérament encore trop souvent mal compris. Cultivons la différence, car c'est dans la compréhension et l'acceptation de l'autre que naissent les relations les plus authentiques, les plus profondes, les plus sincères. Il y a encore énormément à dire sur le sujet, donc je te dis à très bientôt.